Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. J'ai préparé l'exposé avec Étienne Berthier, un jeune collègue, et la participation de différents collègues du LGGE et du labo. J'axerai essentiellement sur l'état de santé des calottes polaires et le niveau de la mer. Alors, juste en deux mots, hein, le volume des calottes polaires est lié à l'équilibre entre la quantité de neige qui tombe chaque année et la quantité de glace qui est évacuée chaque année. Et le tout faisant donc le volume. Si on veut donc mesurer un petit peu l'état de santé et le bilan de masse des calottes polaires, où on mesure le taux d'accumulation et leurs variations, les vitesses à la côte et leurs variations, ou globalement le volume total et ses variations. Donc j'ai illustré un peu dans le cadre de l'année polaire internationale les travaux qui ont été faits là-dessus. Alors d'abord mesurer le taux d'accumulation. Le moyen le plus efficace, c'est d'avoir des raids scientifiques comme ceci, et puis de faire des carottages, des mini-carottages pour regarder la quantité de neige récente. Ce qu'on voit ici, c'est que là où il y a des petits points, c'est là où il y a une mesure, in situ, de taux d'accumulation. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des endroits où il y a un point pour plus de 6000 km². Donc manifestement, ça ne suffit pas. Et donc dans le cadre de l'année polaire, il y a eu un effort de coopération avec les Italiens, les Français, les Russes. Le coordinateur français, c'est Michel Philly, de faire toute une série d'autres mesures in situ, un petit peu partout. Mais on voit, n'empêche, que ça bouge certains trous, mais qu'il en reste encore beaucoup, et que donc un autre moyen, c'est passer par les modèles. Là aussi, les modèles, ils ont besoin de mesures pour être testés ou pour être contraints. Donc là, j'illustre ceci par Concordiasi, qui est un projet de Christophe Janton au LGGE. L'idée, c'est d'améliorer les mesures de prévision et de climat à partir de la télédétection et des mesures de terrain. Donc on a toute une armada, l'année dernière, de diverses observations. À gauche, vous avez le spatial, avec des nouveaux capteurs, des nouveaux sondeurs comme YASI. À droite, vous avez des ballons dérivants, donc à une hauteur intermédiaire, qui sont remplis d'instruments de mesure. Et ici, enfin, au sol, à 40 mètres de haut, une tour instrumentée avec un tas d'instruments. Et comme ça, donc, on peut mesurer toute une série, dans la colonne d'air, toute une série de paramètres et les comparer avec les modèles. Donc, sans rentrer dans les détails, vous avez à gauche le modèle européen, le CMWF, à droite les observations, et c'est du vent à différentes horaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et que les modélisateurs ont encore beaucoup de travail à faire. Et c'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Alors, on peut également mesurer les vitesses d'écoulement de la glace et puis leurs variations. À gauche, vous avez les vitesses de bilan de l'Antarctique. C'est obtenu à partir d'un petit modèle contraint avec des données satellites. L'échelle est en log, donc faites attention, c'est-à-dire que les zones jaunes s'évacuent avec 100 fois plus vite que les zones bleu marine, voire noires. Hein. Et ce qu'on voit, c'est que 90... Je sais pas comment... Ah oui, 90%, par exemple ici, 90% de la glace est évacuée par quelques glaciers à la côte. Donc ce qui est clair, c'est que ce qu'il faut surveiller, c'est ces systèmes glaciaires, hein, comme on en voit un ici, en regardant pour un système, pour un grand glacier, comment il fonctionne et ce qui est stable, pas stable. Et là, il y a eu un projet Dakota, centralisé par Emmanuel Lemeur, du LGGE, où on prend le glacier de l'Astrolabe ici, là où est arrivé Dumont d'Urville en 1840. On fait des mesures radar aéroportées afin d'avoir bien le socle rocheux. On pénètre à l'intérieur, on a le socle. Il y a des mesures de radar à moins basse fréquence qui va permettre de mesurer la stratification de la neige, donc les taux d'accumulation. Des mesures de GPS de marée de manière à avoir l'influence de la marée sur les langues du glacier, et des mesures GPS terrain, ici, de manière à voir un petit peu, à mesurer les vitesses d'écoulement. On met le tout dans des modèles, et donc un gros projet qui est en cours de traitement.
Alors, il y a également les observations directes de la topographie qui a pas mal d'avantages. On fait une observation de la topographie et après répéter dans le temps. Ce qu'on voit, c'est que la topographie est une information capitale. On voit ici, par exemple, le lac de Vostok. Il y a une très jolie signature. On voit ici un tas de réseaux hydraulogiques sous glaciaire. Et en plus, c'est une contrainte très forte pour la modélisation. Ça sert de test au modèle et de conditions limites. Donc, voici des travaux récents à partir de 2 satellites. Ça, c'est le satellite ERS, qui a volé de 1995 à 2003. Ici, le satellite Envisat, de 2002 à 2007. Et là, on a cartographié en mètres par an la variation de volume du satellite. Ici, dans ces zones entourées, ce qu'on voit, c'est que pendant la période VRS, à gauche, ça gonflait un peu, à droite, ça diminuait. Pendant la période juste un petit peu après, c'est complètement l'inverse qu'on observe. Donc, on voit une très grande variabilité due à la variabilité des taux d'accumulation. En revanche, dans ce secteur-là, c'est un petit peu plus homogène, moins de variations. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'ici, il ne se passait pas grand-chose. Et là, d'un coup, il y a un glacier qui a freiné et qui a fait une petite bosse à son amont parce qu'il a complètement freiné. Alors, on parle beaucoup des glaciers qui se mettent à accélérer. On parle assez peu des petits glaciers qui se mettent à freiner, mais il y en a un là, en tout cas. Et si on fait un zoom, évidemment, sur le secteur de Pine Island, ici, là, on voit des pertes dues à une augmentation de la vitesse, c'est clair, et qui sont à peu près identiques en fonction des différentes périodes de mesure. Et pour finir avec la topographie et ces mesures-là, on peut faire le même genre de mesures avec des satellites de gravimétrie. Les satellites de gravimétrie vont nous mesurer les variations de masse, alors que l'altimétrie, on mesure des variations de volume. Donc la différence entre les deux étant liée à la densité de ce qu'on gagne, de ce qu'on perd. Et là, c'est assez intéressant. À gauche, c'est la gravimétrie, perte de masse par Grace, et à droite, c'est par Envisat, perte de volume, évidemment exactement pendant la même période, et on s'aperçoit qu'on a une correspondance assez extraordinaire entre les deux types de capteurs. Donc c'est qu'on commence à bien mesurer et avoir des barres d'erreur qui diminuent. Le problème de l'altimètre, c'est qu'on ne peut pas mesurer avec l'altimètre il faut que la région soit relativement homogène, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mesure ni sur le talus continental, ni sur les petits glaciers. Comme ici, par exemple, c'est les Kerguelen. On ne pourrait pas mesurer avec l'altimétrie satellite la topographie des Kerguelen. Donc on a besoin d'autres méthodes. Les autres méthodes, c'est l'imagerie en optique. Ici, on a des cartes d'IGN sur la calotte polaire des Kerguelen, c'est pas loin de l'Antarctique. En 1963, en 2001, en 2000 jusqu'à de nos jours. Et donc on peut déjà facilement avec ce genre de capteur regarder la variation de l'étendue. Et on voit ici la calotte Cook au Kerguelen qui se réduit au début, qui a perdu une 50aine de kilomètres carrés en quelques décennies, et là qui en une décennie vient de perdre 45 kilomètres carrés. Et on a une réduction de cette calotte de pratiquement 20% de sa surface initiale. Ce genre de capteur également, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle avec tant d'insistance, permettent également, avec 2 prises de vue séparées de quelque temps, par stéréographie, de reconstituer la topographie à 3 dimensions. Donc ici, c'est la topographie à 3 dimensions à partir d'un capteur spot, et qui est assez intéressant parce qu'on a repris l'image IGN et on s'est aperçu que sur l'image IGN, on voyait bien la marque de cette montagne qui dépassait et que la marque était à cet endroit-là. Et on a donc un moyen assez extraordinaire de mesurer les pertes d'épaisseur. Et on voit que c'est entre 130 mètres et 265 mètres d'épaisseur perdue en 40 ans sur les Kerguelen. Et cette diapo, c'était surtout pour vous illustrer la puissance de la stéréographie et de ce genre de capteur. Donc là, j'aimerais insister sur ce projet. Pour finir, c'est vraiment, à mon avis, le projet qui n'aurait pas pu avoir lieu sans une année polaire internationale. C'est le projet GIPSI, Global Interagency, le snapshot, ça veut dire instantané. Donc vraiment, ce projet est hyper ambitieux, c'est faire un instantané des zones polaires avec tous les capteurs possibles et imaginaires. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que toutes les agences spatiales internationales ont joué le jeu et ont offert donc gratuitement à la communauté scientifique ces projets. Et c'est d'autant plus symbolique, d'autant plus beau que le premier satellite, vous savez, c'est Sputnik, envoyé en octobre 1957, donc pendant dans le cadre de la dernière année polaire internationale.
Donc dans ce projet, la contribution française est d'utiliser les données HRS. C'est un capteur, je vais vous expliquer un peu plus, qui justement permet de faire de la topographie à 3 dimensions. Et le responsable de cette composante, c'est Étienne Berthier du labo. Donc voici une image vue par ce capteur. Ce capteur, en fait, il a 2 appareils photo et il mesure 2 scènes, la même scène à quelques secondes d'intervalle. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de nuage entre les 2 scènes et qu'on peut vraiment faire pratiquement comme les yeux, reconstituer à 3 dimensions ce qu'on voit au sol. Ici, c'est la calotte polaire de Devon, dans l'hémisphère nord. On voit bien la zone d'accumulation ici bien blanche, ici une zone de fonte. Et pour vous montrer les subtilités de ce genre de capteur, j'adore cette photo, c'est vraiment un zoom sur la zone de fonte et où on voit la fonte en surface qui ruisselle et qui s'en va. Voilà. Donc ce projet Spirit est de construire une large archive d'images de l'ensemble des zones polaires et de distribuer donc après à la communauté scientifique les topographies de toutes les zones non accessibles par l'altimétrie. Et donc voici toutes les zones couvertes, c'est l'ensemble du talus continental antarctique et l'ensemble des calottes polaires et du talus continental Groenland pour l'hémisphère nord. Donc ici, je vais illustrer, pour vous montrer un petit peu les résultats, le premier résultat de la manip sur le glacier du Jakobshavn. Je ne dois pas le dire comme il faut, mais pour ceux qui ont remarqué la présence discrète de la télé hier, ils étaient venus pour... C'était envoyé spécial pour ce glacier. Donc, et en plus, il va passer en envoyé spécial le glacier. Donc là, c'est pour vous montrer que ça marche relativement bien, que quand on compare avec d'autres mesures de hauteur, ça marche excessivement bien. C'est le glacier le plus rapide du monde. On arrive également avec ce genre de technique à mesurer les vitesses. Vous savez qu'il a multiplié sa vitesse par 2 ces 10 dernières années. Donc là, on voit qu'il fait du 15 km par an, c'est-à-dire 2 mètres par heure. C'est un glacier assez prodigieux. On a eu la chance, là vous savez, qu'il recule. On sait qu'il recule parce qu'il y a eu un réchauffement de l'océan localement. Là, on a eu la chance de choper 2 images à quelques jours d'intervalle, à 2 semaines d'intervalle, et de voir très nettement un recul du front, ici, de Velage, associé à une vidange d'un lac sous-glaciaire qui était en amont. Ça, c'est vraiment un coup de chance qu'a eu Étienne Berthier, ce qui prouve bien, a priori, que c'est des vidanges de lacs sous-glaciaires qui lubrifient le sol et qui sont associés à un recul du front. Ici, c'est une animation qui ne s'anime pas. Donc on va passer, c'était pas grave, elle était pas... Et ça c'est à plus long terme. À plus long terme, on arrive à comparer également les variations d'épaisseur du glacier avec ce genre de capteur. Et on voit des pertes en 4 ans ici de 200 mètres, à peu près 50 mètres d'épaisseur perdue par an. Voilà, alors en guise de conclusion, j'ai pas vraiment de conclusion. Ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a eu un effort de coopération et de coordination dans le cadre de l'année polaire, mais qui n'est pas forcément original dans d'autres contextes. Il y a eu de nombreuses actions quand même concertées où différents pays se sont mis sur des projets. Et également, ça fait sauter des verrous. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que ce capteur-là que le CNES offre maintenant à la communauté scientifique pour observer les zones polaires est un capteur non accessible aux scientifiques et aux civils. Donc ça fait vraiment sauter un verrou très important. On n'aurait pas eu accès à ce genre d'images s'il n'y avait pas eu l'année polaire internationale. Voilà.